Bonjour à chacun et à tous. Si vous venez de nous rejoindre sur la 94.3 Radio Cotonou, bienvenue à vous. La date 16 du mois prochain, les candidats au baccalauréat session unique de juin de l'année 2025 partiront à l'assaut du premier diplôme universitaire. Le grand rêve de certains qui seront admis serait de se faire accepter dans une université étrangère pour les études supérieures, et ce avec les bénédictions de leurs géniteurs qui ont la lourde responsabilité de mobiliser les ressources conséquentes. Les destinations sont souvent choisies en tenant compte des filières, les facilités et les coûts de formation. Ce dimanche, sur ce plateau, nous jetons un coup de projecteur sur les réalités chinoises. Études supérieures en Chine, défis, opportunités et partenariats académiques, c'est la thématique de votre émission dominicale Franc-Parler. Et justement, nous recevons monsieur Edgar Sozonling. Il est expert consultant en immigration, vice-président de la Fondation Educator et fondateur de la plateforme S4S, Service for Students. Bonjour à vous, monsieur Edgar Sozonling. Bonjour, monsieur Naum. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est un plaisir. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Abangba, la prise de vue, Job Chikpei à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez également déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, monsieur Sozonling. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes un expert consultant en immigration, vice-président de la Fondation Educator, fondateur de la plateforme S4X, Service for Students. Pour commencer, dites-nous comment vous êtes devenu expert en immigration. Très bien. Merci pour la question. Je commence dans un premier temps à remercier tout votre staff pour le travail que vous faites. Merci. Et pour l'information que vous essayez aujourd'hui de relayer afin que bon nombre de nos partisans soient éclairés sur certains programmes qui existent. Alors, S4S, en français S4S, bien sûr en anglais S4S, ce qui veut dire Service for Students, une création de la Fondation Educator, dont je suis l'initiateur, et cela est parti du fait que nous avons remarqué que de nos jours, bon nombre d'étudiants ou de parents souhaiteraient effectivement faire voyager leurs enfants pour des fins d'études à l'étranger, mais ne se retrouvent pas dans les démarches ou parfois tombent sur des arnaqueurs. Alors, l'idée est partie de cela pour dire non, en réalité, la bonne information existe. Nous sommes allés à la source, nous avions discuté avec des universités partenaires, en l'occurrence en Chine, et nous avons essayé d'établir un rapport, des conventions avec ces universités pour organiser de façon plus professionnelle et plus sincère le recrutement des étudiants. Donc je peux vous expliquer ainsi l'histoire, la genèse de S4S, et c'est ce que nous faisons depuis un certain bout de temps. Donc c'est pour ça que vous vous êtes spécialisé donc dans comment dirais-je, dans le système concernant bien entendu l'immigration. C'est comme ça que vous êtes devenu expert consultant, c'est ça? Le recruteur, agent recruteur. D'accord. Oui. Alors c'est parce que vous-même vous aviez fait les études en Chine. Tout à fait. J'ai fait les études en Chine. Vous avez passé combien d'années en Chine? J'ai fait 4 ans. 4 ans en Chine. Mais il faut dire que j'ai commencé, alors quand au début j'ai été formé par les Canadiens sur les protocoles d'immigration légale. D'accord. Et voyez-vous, monsieur Naoum, l'immigration légale, surtout pour les programmes d'études. Cette formation dont vous parlez, là, que vous avez reçu ça au Bénin ou bien en Chine? Non, je l'ai reçu en ligne. D'accord. D'accord, dans un premier temps. Oui, vous étiez où en ce moment? Oui, là, en ce moment, j'étais en Guinée-Conakry. D'accord. Oui, j'étudiais là-bas. Et après cette formation, j'ai commencé par recruter
des candidats pour l'immigration légale. Okay. Mais à un moment donné, et les Canadiens eux-mêmes m'ont fait comprendre que pour les études, pour les raisons d'études, qu'il serait mieux que je regarde un peu vers la destination chinoise. D'accord. Alors, j'ai poussé un peu loin ma curiosité. C'est ainsi qu'en 2023, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé en Chine. Et figurez-vous que ce que je pensais comme réalité, c'était carrément comme le jour et la nuit. En 2003 ou bien 2020 2013. 2013, voilà. D'accord. Alors, quand je suis arrivé, j'avais une autre idée de la Chine, mais ce que j'ai vu sur le terrain, c'était vraiment phénoménal. C'était vraiment comme le jour et la nuit. Donc, j'ai commencé par pousser loin ma curiosité et il y avait quelques universités qui m'ont été recommandées par les Canadiens auprès de ces universités chinoises. Je me suis rapproché, j'ai vu que les coûts de scolarité étaient de façon drastique incomparable. Moins cher, c'est ça? Oui, très très moins cher, très abordable. Vous avez un programme par exemple de BBA, je prends Bachelor of Business Administration, au Canada ou aux États-Unis, banalement coûte dans les, on va dire 7 millions, 8 millions de francs CFA seulement l'année. Seulement les frais de scolarité. Mais la même formation, dans les mêmes conditions en Chine, vous revient à peine à 1 500 000 francs CFA. Donc vous voyez déjà le gap, la différence du prix, du coût pour nous, parents africains, en train de débourser 8 millions de francs CFA et 1 500 000 francs CFA. Donc, dans cette remarque, dans cette logique, nous avons essayé alors de vraiment parfaire le partenariat. Et c'est comme ça que, au fil du temps, à force de discuter, à force de recruter, je me suis perfectionné dans l'art de l'immigration légale. D'accord. Donc, et vous avez été en Chine donc pour vous faire former. Et vous-même en Chine, vous avez fait quoi? Ne soyez pas gênés par mes questions, c'est comme ça. Non, pas du tout. En Chine, j'ai fait, à la longue, j'ai moi-même postulé pour les universités où j'ai fait un doctorat, d'accord, et c'est toujours en cours, hein, c'est toujours en cours parce que je suis en instance de soutenance. Tout à fait. J'ai fait un doctorat en gouvernement digital dans une université top 10 de la Chine qu'on appelle Huazhong Kechitashu, c'est-à-dire l'université des sciences et technologies de Huazhong. D'accord. Merci de planter le décor avec nous sur cette émission. Alors, je voudrais savoir un peu plus sur cette fondation Educator. Alors, la Fondation Educator est une organisation de la société civile et nous avons pour objectif la promotion de l'éducation sous toutes ses formes. Nous avons remarqué que de nos jours, c'est vrai que plus les gens se focalisent au niveau de l'éducation par rapport aux études supérieures. Mais l'éducation n'est pas que l'étude supérieure. L'étude supérieure, nous pouvons dire que c'est la face visible en fait, de l'iceberg. Mais en profondeur, nous croyons qu'il y a des choses que nous devons faire. Donc voilà pourquoi nous nous sommes attaqués plutôt à l'éducation sur toutes ses formes. C'est ainsi donc que nous avions, par exemple, lancé des programmes de Awarding Distinction. Parce que nous avons remarqué que beaucoup d'étudiants ou beaucoup d'élèves n'ont pas compris que le fait d'être bon dans un domaine doit être distingué. Et cela, à un moment donné de la vie, peut ouvrir des portes sur des opportunités dont nous allons débattre tout à l'heure dans la suite. D'accord. Donc c'est la mission fondamentale de cette organisation. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, vous avez décidé donc de renforcer cette fondation-là par la plateforme Service for Students. Quelle est l'idée qui est derrière, en réalité, la philosophie concrètement? La philosophie, c'est de cadrer les étudiants, de les conseiller, de les coacher, afin qu'ils puissent non seulement avoir la bonne information, mais puissent profiter des opportunités disponibles. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'idée qui se cache derrière cette plateforme. Ça nous permet ils peuvent même téléverser les documents en ligne. Ils peuvent organiser des rencontres, ils peuvent programmer des sessions avec nous et ils peuvent aussi, les parents peuvent aussi suivre la procédure du début jusqu'à la fin et avoir surtout des bonnes informations. Donc c'est
fondamentalement pour travailler sur la mobilité des étudiants que la plateforme a été créée. Tout à fait. D'accord. Oui. Merci. Alors, quels sont concrètement les services que vous proposez aux étudiants aujourd'hui? Alors, les services sont de plusieurs ordres. D'accord. Mais nous allons, comme vous me le permettez, essayer de détailler quelques-uns rapidement. Le premier service, c'est d'abord l'orientation. Cela est très important. Vous savez, bon nombre d'étudiants aujourd'hui, après le bac, ils se retrouvent après le bac, ils commencent par se chercher et banalement, il arrive des fois où ils perdent une année comme ça. Donc déjà, nous commençons à leur inculquer de se rapprocher de nous pour une session d'orientation. L'orientation nous permet, selon les aspects académiques, le background académique de l'étudiant, et par rapport à sa carrière envisagée, de lui donner quelques outils ou quelques informations qui lui permettront de suivre une ligne directive de carrière. Après cela, nous essayons aussi de leur donner, de leur fournir des informations. Il faut informer sur les programmes d'études disponibles. Est-ce que le programme que l'étudiant est en train de choisir, cadre même un temps soit peu avec les réalités, les besoins sur le terrain? Parce que figurez-vous, il ne sert à rien d'aller faire des programmes que nous avions déjà ici, ou pour lesquels déjà sur le marché de l'emploi, il y a déjà des pléthories. Donc voilà un peu ce que c'est que notre session de coaching et d'orientation. Après cela, nous essayons de leur donner des informations sur le pays qu'ils ont choisi. Par exemple, la Chine nous dit, bon, ok, si vous voulez aller en Chine, voilà, il faudrait déjà qu'à partir de maintenant, même avant le bac, ce que bon nombre ne comprennent pas. Nous sommes en train aujourd'hui de taper fort pour que les gens puissent comprendre que non, ce n'est pas après le bac qu'il faut commencer à courir. Je vous donne une petite situation. Je vous explique une petite situation en parenthèse. Déjà, dès que l'élève est en classe de terminale et qu'il a terminé le premier semestre, il est déjà éligible pour appliquer auprès de notre service que nous appelons SAE, c'est-à-dire Sélection Afrique Élite. Nous allons revenir de fond en comble tout à l'heure. Mais avec déjà cela, on lui garde une admission conditionnelle jusqu'à ce qu'il valide son bac. Dès qu'il valide son bac, ça devient tout à fait une continuité pour continuer la procédure, parce qu'il aurait déjà appliqué avant et que l'admission lui aurait conditionnellement réservée. Mais quand vous attendez que c'est après le bac que vous appliqué, il arrive des fois où pour les places, d'accord, les places sont déjà parties et vous risquez de perdre une année. Parce que bon, en Afrique, nous aimerons toujours dire on va négocier, on va faire ci, on va faire ci. Non. Avec les Occidentaux, de façon générale, vous savez, quand le deadline est là, c'est clôturé, c'est que c'est clôturé. La salle n'est pas élastique. On a eu le nombre de personnel qu'on veut, on ne peut pas encore vous ajouter. Voilà un peu. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer la procédure tôt. Il faut commencer la procédure tôt. Déjà pour la rentrée prochaine qui est pour septembre 2025, d'accord, nous avions commencé déjà les inscriptions depuis le 15 février. Bien évidemment, les inscriptions sont toujours en cours, mais nous ne pouvons pas vous dire quand est-ce que ça va clôturer, parce que c'est d'un système en ligne qui se clôture de lui-même dès que les places sont bouclées. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous travaillez avec quelle université? Quelles sont les universités partenaires? Je sais qu'on reviendra, parce que cette émission est dédiée véritablement aux opportunités en Chine. Tout à fait. On va focaliser nos attentions, mais je voudrais savoir quelles sont les universités avec lesquelles vous collaborez d'habitude. Alors, monsieur Daou, je vais un peu vous surprendre, vous me permettez. D'accord. Déjà, en Chine, je vais replanter un petit décor en parlant un peu du système éducatif en Chine. Parce que les gens ne comprennent pas cette réalité. Alors, en Chine, vous pouvez taper sur Google le nombre d'universités. Vous allez voir à nos jours, actuellement, nous sommes en 2025, on parle de 3000 universités d'État, institutions publiques. On parle de 3000. Donc, c'est pour vous dire qu'il y en a beaucoup. Et souvent, c'est de grandes universités. De
très grandes universités. Les infrastructures sont construites. J'ai eu l'opportunité de visiter une qui forme bien entendu les journalistes, en tout cas les acteurs des médias. Voilà. C'était grand. Très bien. Oui. Merci, mais vous confirmez ce que je suis en train de dire. Alors, parmi toutes ces universités, nous avons la chance actuellement de collaborer avec une trentaine. À notre actif en décembre 2020, en décembre 2024, l'année dernière, nous avions 10 universités d'État. Vous pouvez le voir sur la liste. Vous pouvez voir sur notre flyers, comme je peux aussi le montrer ici. Okay. Alors, nous avons bon nombre d'universités, au nombre desquelles la première sur la liste, vous avez, c'est Bohai University. Cette université, j'ai été enseignant là-bas. En tant que professeur de français, je donnais des cours de français, de langue française aux étudiants chinois. Et à ce titre, j'ai été aussi agent recruteur pour cette université. Et je peux vous dire, à l'heure où je vous parle, j'ai encore une douzaine d'étudiants inscrits à cette université qui sont en train d'étudier actuellement là-bas. Nous avons aussi, par exemple, Ningbo University, qui est une très bonne université située dans la ville de Ningbo. Nous avons l'Eshua University qui forme beaucoup plus dans les programmes d'infirmerie. Nous avons par exemple Three Georges University qui est une université qui forme très bien, qui est spécialisée surtout dans tout ce qui est programme d'ordre hydraulique. Tous les programmes liés à l'hydraulique, voilà, parce que Three Georges déjà c'est le plus grand barrage électrique de la Chine, qui est situé au niveau de la Chine centrale. Et bon nombre d'autres universités. Je pense que la liste est assez longue. Et une dernière chose que je vais ajouter, c'est que les universités sont parfois classées selon leur domaine de compétences en Chine. Vous allez apprendre université chinoise de pétrochimie, vous allez apprendre université chinoise de langue étrangère, comme l'exemple que vous avez donné, qui sont spécialisés plus sur tout ce qui est la communication. À Guizhou. Oui. Et qui forment effectivement les journalistes et tous ceux qui opèrent dans le domaine des médias et tout. Donc voilà les universités avec lesquelles vous travaillez bien entendu en Chine. Est-ce que en dehors de la Chine, il y a d'autres pays qui vous intéressent ou bien vous êtes resté focalisé sur la Chine? Merci pour la question. Nous ne sommes pas focalisés sur la Chine. C'est seulement que la Chine nous offre de très bonnes opportunités. Sinon, en dehors de la Chine, actuellement, nous travaillons avec la Corée du Sud. J'y étais l'année passée à une grande conférence de réseautage des universités en Corée du Sud, où nous avons rencontré les universités sud-coréennes. Et là-bas aussi, nous pouvons vous dire que vraiment c'est intéressant. Nous avons par exemple le Japon, qui est aussi un pays de l'Asie, qui fait du bon travail en matière d'éducation. Vers l'Europe, nous sommes en train de travailler actuellement même avec la Hongrie, qui vraiment, visiblement, s'intéresse beaucoup à ce que les Africains puissent venir. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à d'autres horizons. Alors, donc, vous le savez bien, il y a des Béninois qui ont peut-être de l'argent, qui ont les moyens, mais très attachés à leurs enfants. Tout à fait. Et qui souvent, si les enfants décident d'aller à l'étranger pour étudier, c'est la peur au ventre. Alors, concrètement, en termes d'accompagnement et de suivi, qu'est-ce que vous faites pour que le parent béninois qui décide d'investir sur son enfant puisse avoir le cœur tranquille et savoir que mes enfants vont à l'étranger pour étudier, soit de revenir ou bien trouver d'autres opportunités du travail et autres. Concrètement, qu'est-ce que vous faites en termes d'accompagnement? Dites-nous clairement. Ok. En termes d'accompagnement, déjà à notre niveau, le problème, la situation que vous posez, que vous soulevez, ça se fait ressentir plus quand le parent veut envoyer sur tour une candidate. D'accord. Les enfants, les parents ont vraiment un pincement. Les filles, ils ont vraiment un pincement de cœur. Alors, ce que nous faisons actuellement, c'est que moi-même, je prends l'engagement d'accompagner l'étudiant jusqu'à son installation dans son université. Je ne veux pas vous le dire encore une autre fois, c'est que tout récemment, pour la session de mars 2025, j'avais accompagné 10 étudiants, dont 5 Béninois et 5 Sénégalais.
parce que nous avons aussi nos représentations au Sénégal. Donc je suis allé juste les installer. Non seulement nous prenons cet engagement d'accompagner les étudiants, de les installer, mais aussi nous faisons un suivi. Parce qu'étant directement agent représentant des universités auprès desquelles nous plaçons des étudiants, nous les suivons pendant le cursus universitaire. Dès que l'étudiant a un problème, nous sommes les premiers informés. Et c'est nous qui relayons l'information auprès des parents pour dire non, votre étudiant, votre fille ou votre étudiant a telle situation. Et nous, non seulement nous vous donnons l'information, mais nous vous proposons aussi des approches de solutions pour régler le différend. Voilà un peu une plus-value que nous apportons à nos services. D'accord. Alors concrètement, si je reste sur le volet, comment dirais-je, accompagnement et autres. Oui. Est-ce que vous pouvez donc présenter à ceux qui nous écoutent ici les différentes étapes? Voilà. En fait, quand je dis je veux accompagner un étudiant, comment ça se fait de façon concrète? Dites-nous. Bon, en fait, il y a aussi deux options. D'accord. Nous pouvons accompagner, comme le parent peut aussi dire que lui-même décide de partir avec l'enfant. Ok. Parfois, ils se disent ça va faire une opportunité de découvrir la Chine. Okay. Ce que nous faisons dans un premier temps, nous faisons ce qu'on appelle l'admission. C'est la première étape. C'est ça. Il faut se faire accepter dans l'université. Se faire accepter par une université qui vous délivre une lettre d'admission. Après cette lettre d'admission, nous passons à la deuxième étape qui est que l'immigration au niveau de la Chine puisse accepter que l'étudiant vienne étudier auprès de cette université. D'accord. Après cette deuxième étape, nous passons à l'étape... Parce que sans ça, vous n'avez pas le visa. Non, vous n'avez pas le visa. Il ne suffit pas d'avoir une admission pour avoir le visa. Non, il faut la lettre de visa qu'on appelle le GW202 form. C'est un document qui, dès qu'il est fait, délivré par l'immigration, on l'ajoute à l'admission de l'université. Et ce sont deux documents qui font office de documents officiels auprès de l'ambassade pour vous donner un visa d'études en Chine. Après cette troisième étape, nous passons à l'application d'une demande de visa auprès de l'ambassade à Cotonou. Ici. Oui. Dès que vous avez votre visa, nous passons rapidement à l'accompagnement. Nous organisons le voyage, on fait les billets d'avion, tout et tout. On vous dit, voilà, l'itinéraire, on vous explique comment le voyage va se passer. Et nous allons voyager avec vous, l'étudiant, l'installer, le faire installer. Et maintenant, le suivi commence. Mais nous donnons aussi un coaching aux étudiants au niveau des protocoles d'immigration légale. Parce que le choc interculturel. Parce que si l'étudiant n'est pas préparé à faire face à de nouveaux changements dans son style de vie, dans son environnement, il est parfois choqué. Donc nous faisons déjà un coaching fort à ce niveau pour que l'étudiant arrive facilement à intégrer dans son milieu. D'accord. Donc quand vous vous assurez de tout ça maintenant, vous partez en Chine avec l'étudiant. Tout à fait. Alors, comment ça se fait là-bas? Ils sont logés où? Dans les universités, ou bien vous trouvez des appartements, ou bien c'est à l'hôtel? Comment les enfants restent là-bas? Alors, très souvent, le premier jour qu'on arrive en Chine, ils doivent... C'est un autre voyage qui commence. Quand on arrive dans la... D'abord, c'est tellement long le voyage. C'est très long, tout à fait. Donc, le premier jour, on fait stop d'abord à l'hôtel. On trouve l'hôtel. Et puis, on met les étudiants... 15 heures de vol, plus ou moins. Non, plus que 15 heures. Une vingtaine d'heures, y compris les heures de transfert. Effectivement. Alors, de transit. Donc, quand nous arrivons, très souvent, ils se reposent un peu. Et le lendemain, on continue. On prend généralement les TGV pour continuer auprès des îles universitaires. Parce que, par exemple, je prends une ville comme Guangzhou, où c'est une ville purement commerciale. Ce n'est pas conseillé de laisser les étudiants dans ces villes. Parce qu'à un moment donné, ils prennent goût au commerce et puis, bon, ce n'est plus trop les études. Donc, nous envoyons vers les villes intérieures. Et quand nous arrivons à Saint-Ville, les universités ont tous des campus. Je profite pour vous expliquer qu'une université ne vous accepte pas tant qu'elle n'est pas sûre qu'il y a sur le campus universitaire les chambres disponibles pour vous. Les cabines pour les étudiants. Tout à fait. Et les chambres sont très bien organisées, comme vous pouvez le voir sur notre flyers ici.
il y a tout à l'intérieur de la chambre. Vous avez elle est meublée, climatisée, vous avez le chauffage, ils sont 2 dans la chambre. La connexion Internet, tout ce qu'il faut. Vraiment, c'est dans de très bonnes conditions et à des prix très abordables. Donc, les étudiants sont logés sur le campus. Alors, sur le campus, il y a le campus les logements des étudiants chinois qui sont carrément à part, et ceux réservés aux étrangers sont aussi carrément à part. Pourquoi ? Parce que les Chinois, déjà, nos étudiants qui arrivent, ils ne parlent pas d'abord chinois. Donc, les mettre tout coup dans les mêmes chambres avec les Chinois, ça va être un peu compliqué. C'est ça. Donc, les Chinois ont leur chambre à eux, à part, et nos étudiants. Parce que les étudiants, la plupart du temps, aussi veulent étudier en anglais. On leur offre le programme en anglais. Ce qui n'est pas le cas pour les Chinois. Les Chinois, eux, suivent tout le programme en langue chinoise, en mandarin, si on peut le dire. Donc, nos étudiants, ils sont là. Les chambres c'est des immeubles, hein. C'est bien construit. Ils ont tout à l'intérieur et ils sont logés sur le campus. Tout au moins pour la première année, pour faciliter l'intégration, le suivi de l'étudiant, il est conseillé que l'étudiant reste uniquement sur le campus universitaire. Voilà ce que je peux vous dire. C'est-à-dire qu'après la première année, l'étudiant peut décider d'aller prendre peut commencer à se balader. Voilà, lui-même. Même sortir pour le loisir et autres, mais pour la première année, sur place pour véritablement maîtriser. Mais déjà pour le loisir, ils ont tout ce qu'il faut sur place. Hein. Oui, tout à fait. Les salles de gym, les terrains de foot, ils ont vraiment tout. L'université là-bas, il y a vraiment tout à l'intérieur. Hein. Les terrains de foot aux normes olympiques, même, ils en ont au moins 2. D'accord. Chaque université en a au moins 2. Alors, concrètement, vous vous adressez à qui ? Je m'adresse aux étudiants dans un premier temps, mais plus particulièrement aux parents. Nous sommes en train de leur tendre la main, de venir découvrir les opportunités que nous sommes en train de mettre en œuvre pour eux, pour leur faciliter la tâche. En ce sens que actuellement nous avons un programme qu'on appelle SAE, Sélection Afrique Élite. Avec ce programme, nous avons essayé de discuter avec nos universités par rapport aux conventions que nous avons signées avec elles, pour qu'il y ait des réductions. En ce sens, je vais faire une différence parce que les gens confondent beaucoup les bourses d'études. Il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux bon nombre d'agences qui parlent de bourses d'études, mais ce sont des opportunités qui se méritent, d'accord, qui se méritent. Il n'est pas question que donne-moi de l'argent, je vais te faire ci. Non, c'est de l'arnaque. Il faudrait qu'on arrête de penser comme ça. Il faudrait qu'on comprenne. Un étudiant qui a 10 sur 20 et un étudiant qui a 16 sur 20, celui qui mérite la bourse, c'est celui qui a 16 sur 20. Donc, ce que nous faisons pour des cas des étudiants qui ne remplissent pas les conditions, c'est que nous les mettons dans le programme S4S qui leur permet de bénéficier d'une réduction, un temps soit peu sur non seulement les scolarités, mais possibilité sur le logement, afin que pour tout le cursus, le coût puisse revenir moins cher aux parents. Voilà ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Alors, concrètement, est-ce qu'il y a des spécificités, en dehors de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a des spécificités donc pour les conditions de sélection et autres qui s'adressent à ces étudiants-là? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels les étudiants ou les parents doivent travailler avec les enfants? J'ai bien compris votre question et je vais me faire le plaisir de vous donner des détails. Allez-y. Alors, il y a généralement 5 grandes conditions pour qu'un étudiant soit sélectionné pour étudier en Chine. La première condition, c'est l'âge. D'accord. Pour aller étudier là-bas, puisque c'est une procédure de mobilité, d'accord, d'immigration, il est conseillé que les étudiants puissent avoir au moins 18 ans. D'accord. Mais s'il arrivait, entre parenthèses, que l'étudiante ou l'étudiant a eu le bac et qu'il est jeune, c'est bien. Dans ce cas, nous faisons une procédure. Parce qu'on peut avoir le bac à 16, 17 ? Il y en a. Oui. Nous avons eu dans le passé. D'accord. Oui. Dans ce cas, même actuellement, j'en ai le cas. Dans ce cas, nous proposons d'ajouter à la procédure ce qu'on appelle une autorisation parentale. Et ça pourrait passer. Alors, la deuxième condition, pour rester dans le vif du sujet,
c'est la condition sanitaire. Déjà, avant que l'étudiant commence la procédure, nous recommandons d'aller faire les examens médicaux. Il faut faire les tests pour savoir si sur le plan sanitaire, l'étudiant est réglo. Parce que on peut faire l'admission, on peut faire tout, mais si au finish, on voit que l'étudiant est malade, ou en l'occurrence plutôt les maladies sexuellement transmissibles qui ne sont pas acceptées, cela il ne peut pas partir. Donc déjà, au début de notre procédure, nous recommandons automatiquement, dès que vous êtes prêt à vous engager, nous disons non. Allez d'abord faire les examens médicaux. Troisième condition, pour rester toujours dans le sujet, nous avons ce qu'on appelle la condition sécuritaire. Nous demandons aux candidats de nous fournir, après qu'ils aient fini les examens médicaux, de nous fournir un casier judiciaire vierge. Dès que nous voyons que oui, l'étudiant ne va pas constituer un cas social en Chine, voilà, il respecte la troisième condition. Alors, la quatrième condition, c'est plutôt de voir l'adaptabilité, c'est-à-dire de l'étudiant. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime trop rester? Parce qu'il y a des étudiants qui vont envoyer là-bas, ils commencent à pleurer. Ah oui, parce qu'ils se retrouvent seuls. Oui. Ils n'ont personne à qui parler, ils n'ont personne et finalement on les ramène au pays. Voilà, je vous donne les exemples. Je vous avais parlé de choc interculturel. Oui. En fait, nous pensons que les Chinois sont très bien en anglais. Mais quand tu arrives sur le terrain, c'est fini avec le français. Dès que tu prends l'avion, tu rentres dans le vol ici, là, il faut enterrer ton français pour l'instant, le français parce que derrière. Tu ne vas pas en rencontrer en tout cas qui... Et quand ils arrivent là-bas, ils se disent que les Chinois parlent bien anglais. Le premier Chinois qu'ils rencontrent, il lui parle, le gars lui dit « c'est-à-dire, je ne te comprends pas. » Il veut parler avec l'autre, « il me demande... Ils vont te taper sur les traducteurs. Est-ce que tu peux pas parler chinois? Vous comprenez? À un moment donné, l'étudiant, s'il n'est pas informé pour cela, il est un peu perdu. Donc, ce que nous faisons actuellement même, nous essayons de leur donner des cours même de communicative Chinese, de chinois communicatif, de mandarin communicatif, pour que déjà ils connaissent, ils comprennent les béabas du mandarin. En commençant par le ni hao. Ni hao, ni hao man, shanti hao man, tout ça là, Zaiden, avant qu'ils puissent s'embarquer dans la procédure. Et la dernière condition, qui est très très importante, je préfère prendre encore un peu du temps, de votre temps pour bien développer, c'est le deadline. Attention, c'est très très important. Les délais d'inscription. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les parents ou les étudiants aiment toujours faire les choses à la dernière minute. Je crois que c'est un commun à l'Africain que nous devons essayer de remédier de notre mentalité. Ne prenons pas les décisions à la dernière minute. Les deadlines. Il y a des universités qui offrent des programmes d'études, qui nous donnent la liste de leurs programmes, parce que chaque université a ses programmes, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Et les étudiants doivent s'inscrire avant le délai de clôture, le deadline. C'est très très important. Une fois que le délai est passé, ça devient compliqué. Donc voilà, de façon ramassée, les 5 grandes conditions pour lesquelles on pourrait recruter un étudiant pour étudier. D'accord. Il y a quelques minutes en arrière, vous étiez en train de parler bien entendu des bourses. Oui. Alors, je voudrais vous demander quels sont les types de bourses d'études disponibles aujourd'hui via votre organisation. Alors, via notre organisation, nous ne vous focalisons pas d'abord sur les bourses. D'accord. Nous nous focalisons sur des réductions, des exemptions sur les frais de scolarité. S'il faut parler de bourses avec nous, nous allons parler de bourses d'exemption. D'accord. Parce que les bourses, c'est toute une réalité. Comme je vous ai dit, il faut les mériter. D'accord. Et nous ne sommes pas là pour vendre n'importe quoi aux gens. Non, non, non. Nous avions des bourses. Il faut un langage de vérité. Il faut un langage de vérité. Il faut être franc avec les gens. Okay. Aujourd'hui, je peux vous le dire, hein, je lève un peu le ton, excusez-moi, parce que ça me fait mal. Je rencontre mes frères béninois en Chine qui se sont fait anarquer, qui se sont fait enrouler de la farine parce qu'on leur a vendu le rêve de bourse d'études et arrivé sur le terrain, c'est autre réalité qu'ils rencontrent.
J'ai des parents... Ils sont obligés de tout prendre en charge. Oui, tout à fait. Et c'est pénible pour les parents au pays. C'est très pénible pour les parents. Il faut se préparer financièrement. Il faut se préparer, il faut une préparation. Moi, je dirais qu'un projet d'immigration de telle ampleur pourrait même prendre au moins une année de préparation. Il y a parfois des parents qui viennent, qui veulent partir, qui veulent des bourses. Je dis donc, si c'est ça, je préfère d'abord que l'étudiant parte même pour faire une année de langue. D'accord. Le temps pour vous de bien vous préparer et après nous pouvons le mettre dans nos programmes de réduction des frais de scolarité. Je ne veux pas utiliser le mot bourse d'études parce que ça aujourd'hui les gens ont tellement vilipendé, vendu des fausses images sur ce service que je me méfie de ça. Mais ceci étant, je vais prendre la peine de vous donner la vérité sur les différents types de bourses qui existent et les catégories. Nous pouvons généralement catégoriser en deux volets. Oui. Il y a ce qu'on appelle les bourses de la coopération. Et la coopération, c'est entre deux États. C'est entre deux pays qui se disent nous sommes des amis. Alors, pour tous vos ressortissants qui viendront étudier chez nous, nous sommes prêts à vous accompagner et nous vous donnons des places pour qu'ils viennent étudier gratuitement au sein de nos universités. C'est en cela que la Chine donne chaque année un certain nombre de places, de bourses complètes. Ce sont des bourses complètes au pays de l'Afrique. D'accord? Je crois, si je ne m'abuse, avec un peu de réserve, que c'est généralement une vingtaine ou une trentaine de places qu'on donne au Bénin. Au Bénin. Par au Bénin, à chaque pays. La Chine donne. Alors, la réalité que nous avons, c'est que nous avons beaucoup d'étudiants et il n'y a que une petite place, un petit nombre de places. Donc, ce qui fait déjà que... Et ils sont nombreux aussi à exceller. Exceller, tout à fait. Et ceux qui excellent même, parfois, ce n'est pas eux qui ont fini l'opportunité de prendre la bourse. Mais c'est déjà le moment pour moi, vous me permettez de faire cette parenthèse, de remercier nos autorités qui sont en place. Nous avons senti sur le terrain que ils font vraiment un bon tri et qu'il y a vraiment une rigueur qui suit. Je prie le bon Dieu que cela puisse continuer de la sorte. Ça, c'est la bourse de la coopération. Après cela, il existe ce qu'on appelle les bourses institutionnelles. Je vous donne un petit exemple. Il y a le gouvernement chinois qui a mis en place avec l'OMS ou l'UNICEF, je crois, une bourse qu'on appelle le Great Wall, le muraille de Chine, le Great Wall. Et ça, c'est plus accordé aux fonctionnaires. D'accord? Ce n'est pas forcément pour les étudiants. C'est un exemple que je prends de cette institution-là. Donc, l'institution UNICEF a pu... Pour un renforcement de capacité. Voilà. Et généralement, c'est aussi des programmes que les fonctionnaires ne connaissent pas, qui existent, parce que nous avons une barrière linguistique qui est l'anglais. Maintenant, après cela, nous avons aussi les bourses de convention. Les bourses de convention, c'est deux institutions qui se mettent aussi ensemble, qui disent, bon, ok, pour notre partenariat, nous allons mettre sur place un certain nombre de bourses d'études pour permettre à ce que... Donc, une université, d'Abomey-Calavi ou une université privée, peut signer un accord avec une université chinoise pour que des facilités soient accordées à leurs étudiants. Nous appelons cela le partenariat interuniversitaire. Et moi-même, j'ai eu à piloter, je continue toujours de piloter actuellement. Je mets en partenariat, je joue l'intermédiation, je facilite toute la procédure pour mettre en partenariat une université. En Chine avec une université de la place. Je profite même de l'opportunité pour dire que ceux qui ont des universités et qui sont à la recherche de ce partenariat, que je suis vraiment bien disponible pour les accompagner. Non seulement le besoin sur le terrain est là, et la demande de mes partenaires aussi en Chine est d'actualité. Voilà un peu ce que je peux vous expliquer. Mais il y a aussi une bourse que généralement les universités ont, que les étudiants ne sont pas au courant. On les appelle les bourses d'exemption. Les bourses d'exemption sont des bourses universitaires. C'est l'université qui donne la bourse et qui dit, voilà, nous, pour tous les étudiants qui viendront étudier au sein de notre université, étant conscients que les frais de scolarité sont quand même importants,
nous pouvons vous faire une exemption, une réduction sur les frais de scolarité. Ça peut être la totalité, ça peut être de façon partielle, vous allez payer la moitié, ou ça peut être que non, vous venez, vous payez la scolarité, mais vous ne payez pas du tout le logement. Ça dépend de la politique marketing au sein de ces universités. Très bien. Okay. Et je profite pour dire que c'est de cette forme de réduction, d'accord, que nous avons des partenariats déjà avec. C'est sur ça que vous travaillez. Nous travaillons le plus. Vous arrivez à checker et à savoir et à prendre contact et à vérifier s'il y a des possibilités. Il y a des places où tout est tour avant que vous vous inscrivez. Si nous n'avions pas d'opportunité, pour vous, nous vous le dirons clairement au départ. Parce qu'on va signer un protocole d'accord qui va stipuler, notifier tout clairement pour servir et valoir ce que de droit. D'accord. Alors, quels sont les critères de sélection pour ces bourses d'études en Chine? Bon, les bourses d'études en Chine, on va dire les bourses de réduction. Hein. Les réductions en Chine, généralement, ça dépend de l'âge. Ok. L'âge, déjà, pour les candidats, ça dépend aussi des niveaux, hein, parce qu'il y a des bourses au niveau de la licence, au niveau du bachelor, du master ou du doctorat. Donc, à chaque niveau, il y a des critères d'âge. D'accord. Seconde condition, c'est qu'il faudrait qu'il y ait votre programme. Je donne, si l'université dit, bon, c'est pour le programme de génie civil que nous pouvons offrir cette réduction sur les frais de scolarité, et que vous voulez aller faire, je donne un exemple, hein, vous pouvez faire la pétrochimie, et ça ne va pas aussi cadrer. Donc voilà déjà pourquoi au début de la procédure, nous prenons la peine de vous donner les informations, et je profite pour dire que c'est toujours bien pour les étudiants de choisir 2 programmes au choix. Okay. Si vous vous focalisez seulement sur un programme et que pour ce programme-là, il n'y a pas de réduction, nous ne pouvons pas faire la magie pour vous. Voilà un peu ce que je peux vous expliquer. Alors, quelles sont les alternatives proposées à ceux qui, par exemple, souhaitent avoir une bourse de réduction, comme vous êtes en train de dire, et qui n'y arrivent pas? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que vous offrez, par exemple? Nous faisons... Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions, quoi, pour obtenir les bourses complètes, et qui ne remplissent pas les conditions. Oui, nous avions... l'alternative, c'est toujours via la sélection Afrique Élite, d'accord, SAE, où nous étudions le dossier. Nous voyons dans nos gamins d'université celles qui peuvent répondre à votre exigence, et nous vous conseillons, vous dites, bon, dans ce cas, nous vous proposons de procéder comme ça ou d'une autre manière. Mais toujours est-il que pour nos cas de réduction, je peux vous dire qu'à 99%, nous connaissons toujours une réussite. Et si l'étudiant respecte nos conditions et qu'il suit à la lettre les directives que nous lui donnons, ils arrivent à bénéficier de nos réductions. Et nous avons déjà vraiment fait nos preuves sur le terrain, et nos témoignages en parlent autant. Les candidats peuvent aller sur notre site internet. Il y a des étudiants qui témoignent, qui sont déjà en Chine et qui vraiment sont de bons témoignages pour nous aujourd'hui. D'accord. Alors, vous faites tout ça. Vous allez vous-même installer les étudiants en Chine pour véritablement s'assurer de ce que la rentrée a démarré et tout. Est-ce que vous avez des structures sur place pour continuer le suivi pour vous? Bien sûr. C'est vrai que... Parce que vous n'allez pas rester... je n'y reste pas. Pour tout le cursus et tout. Donc, est-ce que vous avez des antennes là-bas qui regardent un peu et qui suivent de près ces étudiants? Oui, nous avons les antennes. En l'occurrence, dans chaque université, nous avons des représentants qui sont des étudiants qui sont c'est ça, des points focaux, oui, qui y sont et qui de temps en temps nous relaient aussi l'information. Et sans oublier que nous avons aussi au sein de l'université les chargés des admissions qui travaillent directement avec nous, qui aussi nous envoient les informations, et que quand l'étudiant a un souci, ils me disent oui, ton étudiant là a tel souci, nous te conseillons de faire comme ça, de procéder comme ça. Je vous donne un petit exemple. Parce que à chaque année, il faut renouveler le resident permit en Chine. Dès qu'il reste un mois, le système le signale, et nos partenaires nous envoient des messages et nous le disent. Et nous donnons aussi nos directives à notre point focal du terrain qui relaie l'information et accompagne l'étudiant dans la démarche à suivre. D'accord.
Alors aujourd'hui, est-ce que, parce que dans un instant, on va donner la parole aux auditeurs qui vont vous poser des questions, mais dites-nous si aujourd'hui, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans ce domaine-là, il y a des arnaqueurs et autres. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un témoignage poignant et qui peut inviter donc les parents d'élèves à vous faire, les parents d'étudiants et autres à vous faire confiance? Il y en a tellement que je réfléchis à l'exemple que je vais vous donner. Essayez. Il y a un étudiant que j'ai rencontré comme ça à Yechang qui est venu en Chine, qui s'est fait arnaquer avec ses parents. Ils se sont engagés dans une procédure. Et au finish, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le présumé qui avait pris leur argent est porté disparu. Vous voyez, cet étudiant, il pleurait dans les rues, je l'ai vu, il m'a dit que si je peux l'aider, ça lui ferait beaucoup plaisir. J'ai pu tout faire pour qu'on puisse lui trouver une bourse d'exemption. Aujourd'hui, il étudie, il va très bien et il ne fait que me remercier. Je lui dis remercions Dieu qui m'a mis sur ton chemin. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, des cas pareils, il y en a tellement que c'est dommage que pour des raisons de confidentialité, je ne pourrais pas déclarer les noms. Mais ces cas pareils, ça existe beaucoup même. D'accord. Alors, on va donner la parole aux auditeurs et auditrices qui souhaiteraient donc participer à cette émission. Je vais très rapidement rappeler les numéros de téléphone pour accéder bien entendu à notre standard 01 68 87 67 00 01 50 52 52 73. Vous pouvez appeler. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Si quelqu'un est au standard, on va pouvoir le prendre. Quelqu'un est là pour l'instant? Pas encore. Donc le standard est ouvert. Nous continuons ici nos échanges. Si quelqu'un est au standard, on pourra donc le récupérer pour la suite de cette émission. Quel est l'impact aujourd'hui de votre dispositif dans la vie vraiment des jeunes depuis sa création? Alors, l'impact, c'est que les étudiants, aujourd'hui, avec le témoignage que nous avons, ils commencent par comprendre que c'est très important d'avoir la bonne information. D'accord. Parce que ce qui fait que les gens peuvent tomber dans beaucoup de pièges, les arnaqueurs, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ça, c'est déjà un impact. Deuxième chose que je pourrais citer comme impact, c'est que aujourd'hui, l'information est telle que le fait que nous prenons du temps, d'accord, à coacher dans un premier temps, à donner des directives sur l'orientation du choix du programme, ça fait que les étudiants aujourd'hui, quand ils viennent, ils lisent déjà. Par exemple, quand ils vont sur notre plateforme, que je vais encore donner tout de suite, c'est serviceforstudent.org. serviceforstudent.org. Quand ils vont sur la plateforme, déjà, on a déjà détaillé bon nombre de choses. Et quand ils prennent le temps, quand ils viennent nous rencontrent et qu'ils posent un certain nombre de questions, on les renvoie vers la plateforme pour dire, allez d'abord lire. Et quand ils lisent, ils disent, vraiment, j'ai été vraiment touché par les informations que j'ai lues là-bas. Et cela fait déjà que cela impacte un peu déjà sur leur mindset. Parce que figurez-vous que c'est aujourd'hui, de nos jours, c'est récent que la destination de la Chine pour les études, que les gens commencent à connaître cette destination. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Troisième des choses qui impactent beaucoup, c'est que nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur le transfert de technologie. Il faudrait qu'on appuie fort là-dessus. Et je crois bien que cela rentre dans le cadre même de programme d'action de notre gouvernement. Parce que nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas développer si nous n'allons pas vers la technologie. Il faudrait aujourd'hui que des usines, que nous puissions fabriquer aussi. Donc, nous coachons plus nos étudiants vers le choix des programmes techniques. Il faudrait savoir faire quelque chose. Nous avons besoin des ingénieurs. Donc,
Voilà un peu déjà ce que nous sommes en train de faire. Et quand les étudiants viennent, ils disent que non, nous on veut partir, on ne veut plus revenir. Ah non, je dis non, ça ne marche pas là. J'ai un homme qui se moque surtout des Africains et oui. qui prend l'exemple de papier peint. Papier peint pour que les menuisiers et autres utilisent. Oui. Il dit c'est juste du papier, oui. et du sable et un pot de colle et vous fabriquez les papiers peints. Tout à fait. Mais nous l'importons. Oui, alors que nous avons du sable dans notre pays. Oui. On peut acheter du colle, on peut avoir du papier, mais on n'en fabrique pas. Voilà. Donc, du coup, je vous donne un petit exemple. Vous trouvez une petite famille. Le mari et sa femme, avec les enfants, ils ont une petite unité de production. Que ce soit peut-être jus d'orange ou bien jus de canne à sucre, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Du vin, du riz. Voilà, avec une petite machine, ça ne coûte pas beaucoup cher. Oui. Petite machine. Voilà pourquoi, même parfois, je suis en train de travailler pour que ce soit des gens qui viennent, par exemple, les lycées de la place. On était à Boycon, ils nous ont dit, bon, nous sommes contents de vous, mais nous voulons aussi que vous essayez d'organiser des short programmes, des programmes, de courts programmes, pour permettre à nos étudiants que nous formons ici d'aller dans les milieux pour bien pratiquer. Donc nous sommes en train de travailler pour organiser aujourd'hui des ateliers de formation, pour les mettre dans des milieux où ils pourront travailler dans le laboratoire, voir travailler à la main, comment les choses... Parce que nous sommes trop forts en théorie. C'est ce qui peut-être... C'est pas une mauvaise chose, mais c'est trop. Banque et finance. Oui. Management. Marketing. Nous sommes très forts dedans. Mais aujourd'hui, là... Oui. C'est comme le disent les anglophones. What can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux toucher de la main? Qu'est-ce que tu peux fabriquer? Parce que ça, il faudrait qu'on crée le Made in Benin. Il faut qu'on arrive là. Voilà un peu l'impact de ce que nous faisons. D'accord. Alors, dans ce domaine-là, dans votre secteur d'activité, quelles sont les difficultés que vous rencontrez concrètement? Bon, les difficultés que nous rencontrons les plus, c'est la plupart du temps. La plupart du temps, les difficultés que nous rencontrons, c'est toujours le retard par rapport à l'application des dossiers. Je ne sais pas si vous voyez. Les gens se réveillent très tard. Je ne sais pas à quoi est due cette lenteur. Mais on veut la chose, mais je ne sais pas si c'est le doute, parce que nous, quand même, nous avons dépassé l'étape qu'on vienne encore douter de notre crédibilité, ayant déjà fait nos preuves et laissant le témoignage parler à notre place. Donc, c'est le premier obstacle que je peux dire, la lenteur à venir. Et très souvent, c'est quand la procédure, les deadlines passent, que les gens viennent, ils veulent que tu fasses tout pour qu'ils puissent obtenir gain de cause. Deuxième des choses que je peux dire aussi, c'est le fait que quelqu'un a été déjà arnaqué. D'accord? Il a un peu du mal à vouloir vous suivre, quand bien même que ce que vous dites est la vérité. Comme on le dit chez nous, donc il y a aussi cela qui pose un petit frein. Mais de notre côté, nous essayons toujours de faire face à ces challenges pour... et sur la question, j'ai bien envie de demander, comment un parent peut détecter un arnaqueur? Dans ce volet précis, d'envoyer son enfant à l'étranger, comment on peut flairer ça? Il va toujours, je dirais que c'est quelque chose de très difficile. C'est ça. Parce que si vous ne maîtrisez pas déjà le domaine, vous faites confiance à celui qui vous donne l'information. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens, plus qui parlent de bourse, donne l'argent pour avoir la bourse, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. C'est ce que je peux donner comme indice. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, quels sont les projets ou ambitions que vous avez pour les années à venir dans votre structure, Fondation Éducateur, et aussi sur le projet que vous mettez en place, votre plateforme et autres? Quels sont les projets que vous avez, les ambitions? Les projets que nous avons, c'est de travailler
ensemble avec des institutions locales, éducatives locales, pour voir comment nous pouvons délocaliser un certain nombre de programmes d'études, surtout dans le domaine technologique. Parce que nous avons besoin, comme je vous l'ai dit, de développement, d'industrialisation. D'accord ? Je prends par exemple le domaine agricole. En 2018, si j'ai bonne mémoire, j'étais venu au Bénin ici. Pour la première fois, je fais descendre une université top 10 pour venir rencontrer les autorités de l'université d'Abomey-Calavi et l'université aussi de Parakou. Alors tout s'est bien passé. J'ai organisé le voyage, ils sont venus, ils ont été bien accueillis. Nous avons quitté Calavi pour... on a pris par voiture, on a pris les 4x4 pour aller à l'université de Parakou. Okay. C'était un périple de voyage. Mais arrivé à Boycon, chez moi, nous avons fait escale pour manger un peu en famille. Alors, il s'est fait que l'un de mes partenaires de l'université, il m'a posé une question, Mr. I. Il a dit, quand on a quitté Calavi pour arriver à Boycon, on a remarqué qu'il n'y avait que la brousse, il n'y avait que les herbes. Il dit, mais il me pose la question de savoir, monsieur, à qui appartiennent ces terrains-là? Ils sont où? Ils ont quel problème? Est-ce que vous voyez un peu? Alors j'ai dit, mais pourquoi tu demandes ça? Il dit, mais pourquoi ils ne travaillent pas la terre et qu'ils n'ont pas fait quelque chose? Que nous avons une végétation, un climat qui nous permettent de produire. J'ai dit oui, que le temps vient. Quel est ce temps vient. En fait, je n'ai servi cette réponse parce qu'en réalité, j'étais vraiment touché par cette réalité. Et aujourd'hui, les jeunes, on les forme, mais ils ne regardent que comment aller s'asseoir dans le bureau pour... moi, je vois que vous parlez dessus. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus qui est ici où l'intervenant demande concrètement quelles sont les filières que vous pouvez proposer. Parce que vous êtes en train de dire qu'il faut savoir faire quelque chose et donc choisir ces domaines-là pour avoir les compétences et surtout pour avoir les notions pour développer donc divers secteurs dans notre pays. L'intéressé cherche à savoir quelles sont les filières que vous pouvez proposer aujourd'hui aux étudiants. Très bien. Bon, au nombre de filières, je peux déjà commencer par parler de l'informatique. De l'informatique, pas de l'informatique que nous avons l'habitude de faire. D'accord ? Mais aujourd'hui... Regardez, bon nombre... C'est pas Word Excel. Voilà, c'est pas Word Excel. Tout à fait. Alors, regardez par exemple, nous avons beaucoup d'institutions. Je prends une banque, ou une institution financière. Ils ont besoin de software, de logiciels pour gérer leur portefeuille clientèle ou autre chose. Nous avons besoin aujourd'hui des gens qui peuvent faire des applications. Par exemple, je propose le programme en informatique, je propose le software engineering. C'est génie logiciel en quelque sorte. C'est très important de pouvoir le faire. Je propose, quand nous regardons par exemple en Afrique, en l'occurrence au Bénin, voilà, nous avons des terres. Nous voulons produire, nous voulons transformer nos matières premières sur le terrain. Donc, un programme d'ingénierie en agroalimentaire, par exemple. Donc, il faudrait que les gens regarde vers ce programme. Nous avons aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup de choses actuellement en matière de construction d'infrastructures, que ce soit les routes ou que ce soit les bâtiments. Nous avons besoin, vous voyez, quand on peut donner des marchés, on donne à des institutions étrangères qui viennent. Pourquoi? Parce que les locaux n'ont pas assez de compétences. Est-ce qu'on est d'accord? Donc si les gens se sont bien formés et puis reviennent avec des formations preuves à l'appui, qu'ils ont le skill des ponts et chaussées. Voilà. Ça. Alors, pourquoi pas? Eau et assainissement. Eau et assainissement. Nous avons besoin de ce genre de programme. Vous avez l'électricité. On va former des ingénieurs hydroélectriques. Pourquoi ne pas penser que le Bénin puisse faire encore d'autres barrages hydroélectriques, par exemple? Nous devons penser à cela. Voilà ce que bon nombre de programmes que je propose. Il y en a beaucoup. On parle aujourd'hui d'énergie renouvelable. Voilà, il y a des programmes aujourd'hui, des universités. Nous avons par exemple des réductions pour ces programmes que les gens peut-être ne sont pas en train de voir. Nous avons même des programmes des programmes nucléaires.
Il y en a des universités qui donnent ces programmes aujourd'hui. Prenons la pétrochimie. D'accord? Nous prenons l'ingénierie en pétrochimie. Mais c'est des programmes que nous avons besoin des gens qui vont le faire. Les mines, ingénieurs mines, aujourd'hui, nous en avons combien au Bénin qui font leurs preuves sur le terrain? Si on maintenant dit qu'on veut faire appel d'offres sur le plan national et qu'on veut faire un projet de construction de mines aujourd'hui, vous êtes sûr qu'on va prendre combien de Béninois à la tête? Parce que bientôt, le Bénin va commencer donc à exploiter le pétrole. Et à aller également dans la production et l'exploitation de l'or dans notre pays. Il faut avoir des experts. C'est déjà le moment. Moi, je tends la main. Monsieur Naoum, je suis prêt à mettre en place les partenariats avec ces universités pour qu'on puisse mettre ces ingénieurs-là déjà dans nos systèmes pour les former bien et qu'ils reviennent pour être les leaders. Ce n'est pas bon que nous devons continuer toutes les fois à donner les gros marchés seulement aux étrangers ou aux expatriés. Non, il faudrait que nous les nationaux, que nous puissions aussi en profiter. Et voilà un peu ce que je peux conseiller aux gens. Il y a vraiment de programmes. Et je vous donne un programme. Je vous donne un exemple. Je connais une université qui forme les médecins en Chine. Tongji Hospital. Mais quand on avait une mauvaise pensée, on avait des pensées qu'on nous a spolié le mindset par rapport à la Chine. Mais le jour que je suis rentré, j'ai vu ce qu'on a que bloc opératoire simplement. J'étais dépassé. J'ai dit, mais la technologie à ce niveau-là. Et c'est très bien fait et on vous forme très bien. Et aujourd'hui, ils ont organisé même des programmes, des short programmes, African Medical Workshop Programme. Donc, les médecins, ils les prennent dans des programmes de 4 mois, ils viennent là-bas pour un renforcement de capacité. Vous comprenez un peu? C'est de ça que nous avons plus besoin aujourd'hui. Donc, vraiment, il faudrait qu'on parte sur la base de transfert de technologies. Moi, je pense que j'ai des universités qui sont prêtes, des institutions qui sont prêtes à former les gens, à leur donner vraiment une pratique. Parce que sans la pratique, la théorie n'a pas de sens pour moi. Vous m'excusez très fort. Mais tu as la théorie, mais tu ne peux pas pratiquer. Parce que les gens, théoriquement, ils sont bons, mais ils n'ont pas eu la chance de travailler dans des laboratoires, d'expérimenter le contact avec, de manipuler les choses comme cela se doit pour pouvoir être expert dans leur domaine. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Aujourd'hui, vous le savez bien, vous êtes en train de proposer des opportunités, bien entendu, aux étudiants et autres. Vous avez parlé du Sénégal. Oui. Est-ce qu'en dehors du Bénin, du Sénégal, vous n'êtes plus présent ailleurs ou bien vous avez d'autres pays où la Fondation Éducateur opère? Oui, nous avons d'autres pays, d'accord. Nous avons le Gabon. D'accord. Nous avons le Togo, et la Côte d'Ivoire, d'accord. Et nous nous sommes focalisés plus sur les pays de l'Afrique francophone. Pourquoi? Parce que bon nombre d'informations aujourd'hui qui sont réelles, ce sont plus les anglophones qui en profitent. J'ai donné le cas tout à l'heure de la lenteur. Dès qu'un anglophone, on lui parle de il y a telle réduction pour tel programme, le 3e jour, le gars vient avec son dossier. Il passe vite à l'action. Et comme il parle déjà anglais, parce que la plupart des programmes, il faut l'avouer, sont en anglais. C'est ça. Donc, les barrières linguistiques nous retardent un peu. Mais nous avons déjà des astuces. Nous avons déjà notre manière de corriger cela pour que les gens puissent quand même en bénéficier. Je peux vous dire que tous les étudiants béninois que j'ai eu à conduire dans notre procédure de la sélection Afrique Élite n'ont eu aucun problème par rapport à l'anglais. Parce qu'en réalité, l'anglais est là. Depuis la classe de 6e jusqu'au collège, nous parlons anglais. Nous avons appris l'anglais. Mais le problème, c'est que nous ne pratiquons pas. Mais dès lors que l'étudiant est confronté à la langue et qu'il sait que le français n'est plus d'actualité en Chine, mon frère, en 2 mois, le gars te sort du bon anglais. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté. D'accord. Alors, je pose la question pour véritablement savoir, dans tous les pays où vous collaborez là, où est-ce que vous avez plus d'engouement?
Bon, parce que vous êtes béninois. L'idéal serait que ce soit le Bénin qui donc tape à la porte pour envoyer vraiment les étudiants en Chine et autres. Est-ce que vous voyez vraiment d'engouement au Bénin, où les gens sont vraiment intéressés par la Chine? Parce que on a ouvert le standard, bon, il y a pas un auditeur, bon, ils se disent, bon, voilà, quelqu'un qui parle de la Chine, c'est pas notre préoccupation. Je reviendrai aussi sur une question fondamentale. Répondez d'abord à ça. Ok, je pense que l'engouement vient de partout. Hein. D'accord. L'engouement vient de partout. C'est une remarque d'ordre général. D'accord. C'est-à-dire que les pays de l'Afrique francophone ont une vision un peu tournée vers la France. C'est ça. Et bon nombre d'étudiants qui reviennent vers nous, la plupart actuellement là, c'est Campus France qui les préoccupe. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. C'est Campus France qui les préoccupe. Parce qu'il n'y a pas de barrière de langue à ce niveau. On maîtrise déjà le français. Voilà. Alors que la barrière de langue ne constitue pas pour autant d'obstacle à notre niveau de notre procédure. C'est après qu'ils se rendent compte. Mais après, quand ils se heurtent un peu la tête là-bas, ils reviennent. Donc, du coup, ne soyez pas surpris si les gens n'appellent pas. Ils vont appeler. Le temps viendra, ils vont appeler. Je vous parle d'expérience. Je vous parle de 10 ans d'expérience. Donc, c'est cela. Donc, pour revenir un peu à votre question, c'est de partout. Hein. Je peux dire, par exemple, un pays comme la Guinée-Conakry, les gens sont intéressés. Très intéressés. Ils réfléchissent pas beaucoup. Par l'étude supérieure en Chine. Oh non, ils réfléchissent pas pourquoi. Déjà que dans leur nature, surtout les Peuls, ils sont commerçants. Donc déjà, ils réfléchissent que une fois que l'étudiant, l'enfant est là-bas, il va parler le chinois. Je ne suis plus obligé de me déplacer pour aller acheter en Chine, faire des conteneurs. Mon enfant peut gérer ça. Gérer tout ça pour moi. Il peut entretenir la collaboration et gérer les coopérations. Tout à fait. Et il y a de cela 5 ans, tous les pays étaient pareils. Sauf la Guinée qui vraiment, c'est très fort. Mais déjà depuis 5 ans, moi j'ai remarqué qu'il y a une poussée maintenant vers les autres pays, en l'occurrence le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, a vraiment pris. Le Mali a pris. Le Burkina Faso a pris. Le Niger a pris. Le Tchad, le Cameroun déjà. Le Cameroun aussi, ils sont nombreux. Un des pays où vous allez rencontrer plus d'étudiants francophones, c'est le Congo-Kinshasa. Ils sont vraiment nombreux et ils ne réfléchissent pas. Ils viennent. Mais au Bénin, le cas du Bénin, c'est que comme je suis béninois, d'accord, longtemps, je n'étais pas au pays. Donc, je me suis dit, depuis 1 an, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de me faire non seulement connaître, mais mettre ces opportunités au profit de mes frères béninois. Et je peux vous dire que si nous faisons une coupe, elle est montante. Elle est montante. Les Béninois commencent pas à s'intéresser à la Chine. Tout à fait. D'accord. Merci. Je reviens donc sur la question que j'ai réservée. J'en parlais tantôt. C'est bien beau, tout ce que vous avez eu à dire. Tout à fait. Mais le Béninois, dans son fauteuil, va vous poser la question. Combien il faut mobiliser pour tout ça? Parce que c'est le moteur de la mécanique, c'est le nerf de la guerre. Donc, vraiment, si on veut se lancer dans un programme pareil, comment se préparer financièrement? Bon, je comprends bien la question, mais c'est un peu complexe en ce sens que les procédures ne sont pas les mêmes. Un étudiant qui vient pour une licence n'a pas à se préparer par rapport aux finances de la même manière que celui qui va pour un master. Il en est de même pour celui qui va pour un niveau plus supérieur. Mais donnez-nous les idées de façon approximative. J'en viens. Si par exemple je vais pour la licence, si je vais pour le master, si je vais pour le doctorat, voilà dans quelle fourchette je peux être pour véritablement réussir la mission. Parce qu'il y a plusieurs frais. D'abord, est-ce que vous pouvez, même avant de répondre à la question, nous résumer un peu les charges, quoi? Parce que il y a frais d'études, il y a frais d'hébergement. Est-ce que c'est tout? Qu'est-ce que les parents doivent se préparer à supporter? Tout à fait. Alors, merci encore pour la question. Je sais qu'elle est tellement pertinente que vous continuez toujours à creuser dedans. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour, par exemple, étudier au niveau de licence, d'accord, sachez déjà que les cours de formation
diffèrent d'un programme à un autre, oui, tout à fait. Au sein de la même université. Voilà. Et aussi d'une université à une autre. Ça, c'est deux aspects. Mais de façon globale, comme je vous l'ai dit, la licence, d'accord, nous avons essayé de négocier nos partenariats avec des universités qui offrent de bonnes formations, qui sont vraiment cotées et qui offrent la formation à des prix très très abordables. La licence, nous sommes dans une fourchette de 1 million à 1 500 000 francs CFA, la scolarité. Les chambres sur le campus, nous sommes dans les 40 000 francs le mois à 50 000 francs CFA le mois, par étudiant, par mois. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà ce que je peux vous donner de façon générale sur la licence. Au niveau master. Mais en dehors de ça, il faut préparer de quoi manger. Oui, il faut préparer de quoi manger, il faut préparer le billet d'avion, il faut préparer les frais de demande d'admission, le visa, il faut faire tout ça. Le billet d'avion, par exemple, comme je le dis, il y a tout cela. Je pourrais juste à ce niveau aussi, il faut se lever tôt pour pouvoir faire les réservations, profiter des moments où... Des moments, voilà. Plus par exemple, pour le billet, plus vous prenez à temps, c'est ça. Vous pouvez avoir de bons prix. Parce que les prix économiques dans les compagnies aériennes, ça dépend des places, des places économiques. Et de la saison. Et des saisons aussi. Voilà ce que vraiment vous le comprenez déjà très bien. Je n'aurai pas trop de problèmes pour vous enrôler. D'accord. Alors, au niveau master, permettez-moi de finir. Au niveau master, nous avons des universités qui sont dans la gamme de 1 500 000 à 2 millions de francs CFA la scolarité. La chambre, c'est pareil. C'est toujours dans les 40 à 50 000 francs CFA le mois par étudiant. Généralement, ils sont deux. Maintenant, si le parent... Parce qu'il y a d'aucuns qui ne veulent pas que les enfants restent ensemble. Je dis toujours, cela a des avantages et aussi des inconvénients. Peut-être que pour une autre question, je pourrais développer. Mais au niveau doctoral, nous avons les frais de scolarité qui peuvent aller jusqu'à 2 500 000 francs CFA. Et le logement, c'est pareil. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Si vous le permettez que je puisse détailler les avantages de rester en chambre et les inconvénients. Alors, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Ok. Il est arrivé une fois que une étudiante, c'était une Gabonaise, une de nos étudiantes, elle était gabonaise, elle était dans la chambre partagée avec une autre étudiante. D'accord? Parce qu'en fait, on met les filles ensemble et les garçons ensemble dans la chambre, bien sûr. Alors, cette étudiante, la nuit, vers 3 h du matin, elle avait commencé une crise d'appendicite. Et elle devait se faire opérer. Mais comme cela avait pris la nuit, elle était tellement affaiblie qu'elle n'avait plus la force de prendre son téléphone même pour alerter qui que ce soit. N'eût été la présence de sa cochambrière. Vraiment, on ne sait pas comment elle l'a fait. Donc, c'est la cochambrière qui a rapidement informé l'université. L'université a rapidement communiqué avec le service hospitalier de l'université. En même temps, on est venu la chercher, l'amener à l'hôpital et puis l'opération s'est bien passée. Dans le même temps, quand la cochambrière a sonné la lettre, automatiquement, nos points focaux, notre point focal nous a informés. Et à mon niveau, j'ai informé le parent au Gabon. Il dit, l'enfant a tel problème, il y a déjà tel qui est en train de faire, bon, apprêtez-vous. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà un peu. Si elle n'était pas en chambre partagée avec cette étudiante-là, on ne sait pas ce qui se serait passé. Ça, c'est l'avantage. L'avantage de rester ensemble, c'est que ça permet à ce que l'autre peut, au cas de difficulté, peut facilement arrêter. Deuxième chose, à ce niveau toujours, c'est que ça peut vous permettre aussi, très souvent, si par exemple vous êtes francophone, il est plus recommandé de vous mettre ensemble avec une anglophone. D'accord. Cela vous permet aussi de commencer à converser en anglais pour maîtriser la langue. La langue. C'est des avantages. Maintenant, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que vous venez de différentes cultures, de différents horizons. L'autre peut vouloir, par exemple, jouer la musique pendant que toi, tu veux étudier. Il peut vouloir aimer la lumière pendant que tu veux
dormi. Mais un fumeur. Ou bien un gros fumeur. Mais généralement, fumer est un peu interdit sur les campus. Il veut fumer, il y a des endroits. Dans les cabines, c'est souvent ça. Donc voilà les problèmes qu'il trouve. Ou bien l'autre, il a trop duré à la douche. Moi, je suis un peu en retard. Bon, c'est des chamaillements. Et puis, bon, c'est des choses qu'ils arrivent à régler entre eux. Voilà un peu les avantages et les inconvénients. D'accord. Voilà. Alors, quel est le message que vous voulez concrètement adresser? D'abord aux étudiants et après on va penser aux parents. Aux étudiants, je leur dirais simplement de... Parce que quoi qu'on dise, ils sont nombreux à nous suivre actuellement et qui ont franchement le rêve de partir. Peut-être même qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a des enfants qui désirent étudier à l'étranger, mais les parents n'ont pas les moyens. Quel est le message que vous adressez à ceux-là, par exemple? Alors, il faut déjà nuancer le type d'étudiants. C'est ça. Nous avons des étudiants que, effectivement, c'est-à-dire deux types d'étudiants dont les parents n'ont pas les moyens. Il y en a, les parents n'ont pas les moyens et les étudiants n'ont pas aussi de très bonnes moyennes. Voilà. Ça, c'est un. Il y en a d'autres, les parents n'ont pas les moyens et eux, ils ont de très bonnes moyennes. Ils sont excellents. Ils sont excellents. Ceux-là, qu'ils viennent me voir. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord? On va vraiment s'occuper. Un enfant qui a un bon niveau. Oui, parce qu'après tout ce que nous faisons, nous sommes une organisation de la société civile, donc normalement c'est à but non lucratif. Voilà. Donc qu'ils viennent nous voir, nous allons vraiment les aider. Parce que au Bénin ici, le résultat du bac, regardez, les premiers ils ont des 19, les 17, les 18. Mais après, ceux qui suivent jusqu'à 15, ils sont bons. Est-ce que on se comprend? Ils sont bons, mais ils n'ont pas peut-être les bonnes informations pour savoir comment s'y prendre. Que ceux-là se rapprochent de nous. On essaie de les dire. Pour le cas de ceux dont les parents n'ont pas les moyens et qui n'ont pas de très bonnes notes, c'est-à-dire ils ont déjà 10, c'est bon. D'accord? Ils peuvent aussi nous voir avec la sélection Afrique Élite. Nous avons leur trouvé la formule qui pourrait les aider à économiser jusqu'à 10 millions de francs CFA pendant tout le cursus scolaire pour couvrir leur logement et leurs frais de scolarité. Nous avons cette formule. Quoi, économiser 10 millions. Oui, c'est-à-dire que si normalement on fait la somme de tout ce qu'ils doivent dépenser sur 4 ans ou 3 ans, nous avons une formule au niveau de la sélection Afrique Élite qui leur permettrait de une réduction jusqu'à cette hauteur. C'est possible. Ce n'est pas de la blague, c'est de la réalité. D'accord. Voilà. Alors, je reviens, et les parents, vous leur dites quoi? Pour les parents, je voudrais juste leur dire de pousser les étudiants. C'est à eux de sortir les sous. Si vous n'arrivez pas à les convaincre, ils ne vont pas sortir l'argent. Tout à fait. J'ai la grâce quand un parent vient me voir, me rencontre. C'est pour ça que je suis très ouvert. Vous voulez me voir, je peux, dans la mesure du possible, si je suis disponible, je peux me déplacer vers vous. Si vous êtes occupé, de ne pas vous déplacer vers moi. Ça ne me dérange pas. Et je profite de l'opportunité pour dire qu'il y a bon nombre de parents qui sont là, qui veulent me rencontrer. Nous sommes en train d'organiser une session, d'accord, de rencontre des parents, surtout. Ça va se passer le 24 de ce mois, le 24 mai. Nous voulons faire à Porto-Novo le samedi 24 dans la matinée, à partir de 9h. Nous pourrons recevoir les parents qui viennent nous voir au niveau de Porto-Novo et les environs. Et dans l'après-midi, d'accord, à partir de 15h, nous allons le faire au niveau de Cotonou, d'accord, pour ceux qui veulent nous rencontrer. Tout à l'heure, je vais encore donner les détails sur les lieux. Qu'ils viennent, ces parents, la main que nous les tendons, qu'ils viennent nous voir, nous rencontrer, et nous allons parler ensemble de leur projet de voyage de leurs étudiants, comment l'organiser. Nous donnons des détails. Quand nous sommes convaincus que le dossier est bon, d'accord, de l'étudiant est bon, nous donnons ce qu'on appelle un plan de financement. Nous détaillons les dépenses et nous vous donnons un calendrier à suivre. Vous dites, bon, à partir de telle période, apprêtez-vous pour faire par exemple le billet d'avion. À partir de telle période, on va payer alors tel montant. Donc nous organisons tout et c'est bien structuré dans un document que nous appelons le plan de financement.
Voilà un peu déjà ce que je peux dire à ses parents, de venir déjà vers nous. Le 24, il faut aller à la quête de l'information. Il faut aller à la quête de l'information. Et surtout que... même si on a 0 francs, on peut avoir l'information d'abord. Oui, l'information. Et maintenant, commencer à se préparer. Commencer à se préparer. Nous, les bons parents sont ceux qui ont l'information tôt. D'accord. Et qui peuvent se préparer. Si là, ils ne sont pas prêts pour la session de septembre 2025, mais qu'ils aient déjà l'information, qu'ils se préparent, on peut déjà commencer. Peut-être que même mon enfant est en classe de BPC, il n'a même pas encore le BPC, mais j'ai la vision qu'il aille en Chine pour étudier. Je peux commencer à me préparer. Vous pouvez commencer à vous préparer. Vous pouvez déjà vous documenter, commencer à vous préparer. On peut déjà même vous regarder dans le cursus académique de l'enfant, les matières dans lesquelles il excède. Et par rapport à cela, déjà, commencez par lui parler de sa carrière, l'orienter. C'est très important. Les conseillers d'orientation, c'est un métier vraiment... C'est très important. C'est pour ça que c'est une plus-value que nous avons mis dans nos services. Il faut d'abord orienter la personne. Ce n'est pas après le bac qu'il faut chercher à savoir qu'est-ce que je vais devenir ou qu'est-ce que je vais faire. Voilà un peu ce que je peux vous dire. D'accord. Je vais vous demander de livrer votre mot de fin, parce que nous sommes vers la fin de cette émission. Ah, d'accord. Alors, mon mot de fin, c'est, dans un premier temps, d'abord de vous dire merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de nous, de parler de nos services, de parler de S4S et de la sélection Afrique Élite surtout. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont intéressés par nos services de nous contacter sur le 01 40 72 26 26. Je reprends, le 01 40 72 26 26 ou le 01 96 48 53 77. 01 96 48 53 77. Pour finir, je dirais que le samedi 24 qui vient de mai, nous sommes disponibles à vous recevoir à Porte-Nouveau, à notre siège à Porte-Nouveau, 6 au quartier d'Odji. À partir de 9h, nous serons là. Les parents, surtout, vous pouvez venir nous rencontrer et nous allons discuter de projets de voyage de votre étudiant. Et dans l'après-midi, pour ceux qui sont à Cotonou, ce sera à notre siège aussi, au niveau de, non loin du carrefour Ciné Concorde. Vous pouvez venir vers 15h. Nous allons aussi vous recevoir. Je serai là et on va donner toutes les informations sur les procédures de A à Z pour que vous puissiez être informés, puissiez recevoir la bonne information et vous apprêter. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Torwenagnon. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Torwenagnon. Oui. Si on doit traduire en français. La bénédiction dans la maison du Père. Voilà, merci beaucoup à vous. Edgar Sozonli, vous êtes expert consultant en immigration, vice-président de la Fondation Éducator. Vous êtes fondateur de la plateforme SKET, et oui, Service for Students. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur cette émission Franc-Parler. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous également pour l'écoute. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpay, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programmes à chacun et à tous. Et oui, on se retrouvera dimanche prochain pour un autre plateau. Merci.